Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invité s'appelle David Wittmann. Il enseigne la philosophie des sciences et des techniques aux ingénieurs et se passionne pour le numérique. Aujourd'hui, applications et algorithmes font partie intégrante de nos vies quotidiennes. Et bien que ces outils numériques nous facilitent la vie et permettent de grandes avancées, ils posent également de nombreuses questions d'éthique et de justice sociale. Alors pour notre invité, il est grand temps de questionner nos usages et les valeurs de notre société. Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast. Alors vous êtes enseignant en philosophie des sciences et des techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous intéressez tout spécialement au numérique ? Je m'intéresse pas spécialement au numérique parce que j'ai cru qu'il y avait un peu un déficit d'attention à l'informatique et au numérique de la part de la philosophie traditionnelle. Comme le dit Hegel, la philosophie c'est son temps saisi en pensée et qu'il faut réfléchir son temps de manière critique. Eh bien, il faut réfléchir aussi, les sociétés se construisent actuellement et c'est un fait que les sociétés se construisent à travers les outils numériques et avec le numérique à l'heure actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire d'étudier plus avant le numérique, l'informatique et en particulier l'intelligence artificielle. Il y a un juriste et un philosophe assez connu et le juriste ont écrit un livre qui s'appelle Justice digitale. C'est Jean Lassac et Garapon. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Justice digitale pour montrer précisément en quoi les solutions d'intelligence artificielle, en quoi le numérique, eh bien, transformait de l'intérieur la justice, puisqu'il s'agissait d'une révolution des techniques d'inscription, des techniques graphiques. Et donc, par conséquent, on voit bien là qu'il y a des mutations qui sont liées aux usages du numérique, qui sont des mutations qui ne sont pas de petites mutations. Et donc, il faut en quelque sorte les réfléchir. Mais justement, est-ce que la société doit être inquiète de cette montée en puissance dont vous venez de parler, de ces outils technologiques ? Et est-ce qu'on n'a pas à craindre une hyperpuissance de ces outils, en tout cas une trop grande ingérence de ces outils dans nos vies ? Si vous me permettez, je vais juste revenir sur la formulation de la question, pas pour la déconstruire, mais parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de réflexes intellectuels quand on aborde les technologies, en particulier quand on aborde l'intelligence artificielle. Donc, le premier réflexe intellectuel, c'est de séparer les techniques et la société. Or, en fait, ça va impliquer un ensemble de questionnements qui vont être des questionnements du type en quoi telle et telle technique impacte la société, comme s'il y avait une extériorité réciproque de ces deux choses. Or, si je prends par exemple quelque chose qui agit pas mal dans les réflexions, par exemple Facebook émane de besoins sociaux préalables, de désirs sociaux préalables. Facebook est l'émanation, vient renforcer, amplifier des tendances sociales préexistantes. Par conséquent, il ne faut pas penser une extériorité des techniques par rapport aux sociétés. Au contraire, les techniques font à part entière partie de nos modes de vie. Si on développe de l'intelligence artificielle, c'est aussi parce qu'on s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, qu'on poste de plus en plus de vidéos sur YouTube et qu'on a des problèmes pour classifier ces vidéos à la main, pour essayer de faire de la modération de contenu à la main. Et donc, par conséquent, il faut
développer des solutions d'intelligence artificielle pour répondre à nos besoins. Premier réflexe, peut-être éviter d'opposer ou du moins de séparer la technique et la société, penser en termes de monde de vie, de forme de vie qui sont liées aux techniques et qui agencent des techniques, des usages, des désirs, des institutions. Peut-être que comme ça, on fait une œuvre plus immanente en philosophie. Deuxième point, faire un peu attention au fait que le numérique en particulier et l'intelligence artificielle est souvent animé dans la presse de grandes promesses, de grands batailles qui sont accompagnés par la science-fiction. Il ne faut pas oublier que toute l'histoire de l'intelligence artificielle est accompagnée par la science-fiction depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, et même avant. Il y a une très forte porosité entre ces choses-là, un imaginaire assez débridé et tout à fait sympathique. Ce faisant, il faut se rendre compte qu'on a une représentation de l'intelligence artificielle qui est problématique, qui est la représentation d'une espèce de création qui serait beaucoup plus intelligente que l'homme, qui échapperait donc à la maîtrise, au contrôle de l'homme et qui posera des problèmes. Et dans ce cas-là, il faudrait se demander, est-ce que je vais pouvoir rendre la machine morale ? Comment est-ce que je vais pouvoir m'assurer un contrôle ? Jusqu'où faut-il développer l'intelligence artificielle ? Ça vient d'un mot qui est un mot intelligence artificielle qui n'a pas fait l'unanimité d'ailleurs au début quand il a été créé. À l'heure actuelle, en vérité, l'intelligence artificielle, c'est surtout beaucoup de l'apprentissage statistique. C'est des modèles mathématiques qui tombent sur des grosses bases de données et qui apprennent à partir de nos données. Déjà, quand on change le mot et qu'on met apprentissage statistique, il y a une série de choses qui tombent. Bien sûr, ça fait moins peur, ça fait moins futuriste, oui, bien sûr. Ça fait moins peur, ça fait moins futuriste. Ça implique aussi d'avoir aussi une transformation du regard pour s'intéresser plus aux véritables solutions techniques et en mythologie. Et deuxièmement, ça permet de s'intéresser au présent et pas au futur. L'intelligence artificielle, souvent, les problématiques, c'est dans combien de temps est-ce que l'intelligence artificielle va rejoindre le cerveau humain ? Quand est-ce qu'on sera dépassé ? Donc, toute interrogation qui tourne notre regard vers le futur lointain. Lors même que les technologies d'apprentissage automatique sont à l'heure actuelle déployées dans nos vies, que ce soit, par exemple, pour faire de la complétion automatique sur mes textos, que ce soit pour m'aider à choisir des vidéos sur Netflix, que ce soit pour savoir qu'est-ce qui va apparaître sur mon fil d'actualité sur Facebook. Et en fait, il faut au contraire tourner notre regard vers le présent pour le réfléchir et non pas se laisser détourner par des problématiques qui, tout intéressantes qu'elles soient, peuvent davantage détourner notre regard de ce qui s'opère dans notre présent et au présent. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, toutes nos craintes sont portées sur l'intelligence artificielle qu'on a tendance à regarder à travers un prisme un peu utopique en se disant l'intelligence artificielle va un peu gouverner nos vies dans le futur, alors que finalement, nos vies, aujourd'hui, sont actuellement déjà gouvernées par des tas d'applications et d'algorithmes dont on n'a finalement plus conscience aujourd'hui, tellement on les a intégrés dans notre quotidien. Oui, en particulier, dont on n'a plus conscience ou dont on n'a pas conscience et qui sont en train de se développer. Il y a un grand informaticien, enfin, disons, quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Pedro Domingo, qui a écrit un livre qui s'appelle The Master Algorithm, et je ne crois pas me tromper, mais c'est lui qui a dit on a un peu peur, je traduis un peu librement, on a un peu peur que les machines prennent le contrôle, que les ordinateurs prennent le contrôle de nos vies et nous dépassent au niveau de l'intelligence. Et on a bien tort parce que, en fait, les ordinateurs ont déjà pris le contrôle de nos vies, mais ce sont des bêtes absolument stupides. Et donc, il inverse en quelque sorte les choses. Effectivement, l'idée est que, de plus en plus, on a affaire à des solutions algorithmiques. Pensez, par exemple, à la manière dont on oriente nos élèves dans le post-bac. On a eu des polémiques autour des applications qui ont été constituées pour orienter les élèves dans le post-bac sur leur utilité, sur leur transparence, sur notre capacité à auditer ces algorithmes-là. Est-ce qu'il est juste, par exemple, qu'une société assure une partie de ses fonctions, en particulier celle de l'orientation des élèves et de leur sélection, à travers des algorithmes ? Par exemple, là, récemment, on a des problèmes de place en master. Qu'est-ce qu'on se dit ? On va développer un algorithme pour essayer d'allouer les places en master sur la France et pour essayer que chaque élève puisse avoir la formation qu'il souhaite. Et bien, par conséquent, on voit bien qu'il y a toute une série de fonctions sociales qui auparavant étaient assurées par des êtres humains, avec un certain mécanisme de confiance, avec évidemment un certain nombre de mécanismes où il fallait pouvoir rendre des comptes, exhiber des critères selon lesquels on classait les gens, qui maintenant sont assurés par des algorithmes. Et donc, le risque, si on n'y fait pas attention, si on n'y prête pas attention, c'est d'aboutir
à ce qu'on peut appeler une société boîte noire. Alors, c'est-à-dire une société boîte noire, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que si, par exemple, je vous dis, vous allez être orienté par un monsieur qui s'appelle David Wittmann, vous allez lui mettre votre CV sous la porte, et puis il va vous rendre une réponse sous 15 jours, mais vous ne pourrez pas interroger cette réponse et vous ne pourrez pas interroger sa décision. Pas plus que vous ne pourrez savoir sur quels critères il vous a sélectionné ou pas sélectionné. Vous allez être un peu dubitative, voire légèrement révolté, et vous allez vous dire c'est injuste complètement. Bon. Il se trouve qu'en fait, quand c'est les êtres humains, on a tendance à demander justice. Vous vous êtes fondé, quelles sont les procédures pour en appeler, pour refuser cette décision-là, pour la contester, pour obtenir justice? Est-ce que les critères que j'utilise sont des critères qui sont bien justes? Est-ce que moi-même, en tant que personne, j'ai des biais? Bien, toutes ces questions-là, il faut les poser à un algorithme. Or, généralement, on ne les pose pas aux algorithmes. On a l'impression, ou le grand public a l'impression, pas les spécialistes, mais le grand public a l'impression que parce que c'est fait par un algorithme, c'est forcément dépourvu de biais, objectif, neutre, purement mécanique. Et donc, par conséquent, comme c'est fait par un algorithme, bien, circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas avoir un principe plus juste. C'est la solution optimum. On alloue de manière optimum des ressources. Cependant, derrière un algorithme, il y a des choix, il y a des critères également. Et si, évidemment, on n'interroge pas ces critères-là, eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est reproduire des inégalités telles qu'elles existent, laisser la société en l'état, telle qu'elle est, comme le dit, par exemple, la juriste belge Antoinette Rouvroy, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur cette idée qu'en fait, la société qui vient, c'est une société, en fait, qui se nimbe de tout un ensemble de vocabulaire, celui de la révolution, la transformation, mais qui court le risque de laisser le monde tel qu'il est. Et par là, laisser le monde tel qu'il est, on entend de reproduire ad vitam des injustices qui émaillent pourtant notre quotidien et qu'on connaît bien. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur la société de la boîte noire et sur le fait qu'on ne questionne plus trop même pas du tout ce qui se cache derrière ces outils numériques, on peut penser aussi avec notre désir à nous, de désir d'instantanéité, de recevoir des objets, des repas à domicile et en un temps record, et on questionne plus trop comment ce repas finalement arrive à la maison, grâce à qui et dans quelles conditions travaillent les salariés qui sont derrière ces outils numériques et derrière ces applications. C'est ça qui est inquiétant aussi, c'est cette opacité qui entoure tous ces services numériques? Vous posez une question qui est extrêmement intéressante, qui est quels sont les besoins du numérique ou quelles sont les promesses du numérique? Une des promesses sur laquelle on joue, c'est la promesse d'immédiateté. Tout est à portée de clic. Et la réalité, en fait, c'est une satisfaction immédiate de mes désirs, moi-même, européen. Je dis bien européen parce qu'on oublie bien souvent qu'il y a une bonne moitié, enfin pas un peu moins, mais une bonne moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet. Donc, on voit souvent les choses du point de vue de l'occidental, ce qui est une erreur. Mais en gros, j'ai la vie à portée de clic. Par exemple, sur Amazon, je clique sur un livre. Le lendemain matin, il est dans ma boîte aux lettres, ce qui est un délire d'intellectuel occidental, bien évidemment. Et donc, par conséquent, j'ai mon livre, je suis très content. Avant, ça prenait 4 jours à m'arriver. Mais avant, peut-être que j'avais une librairie de proximité. Maintenant, je me plains qu'elle n'est plus là, mais je continue quand même à commander sur Amazon. On a là des contradictions assez importantes tout de même. Mais surtout, derrière Amazon, pour que mon désir égoïste puisse être satisfait, il y a une compression complète des chaînes de transport. Il y a des gens qui sont surexploités dans des conditions problématiques dans les entrepôts d'Amazon. Il y a des automatisations absolument drastique des entrepôts d'Amazon. Il y a eu un livre qui a été fait par un journaliste qui s'appelle En Amazonie, où en fait les gens se bipent eux-mêmes dans les entrepôts d'Amazon. Donc on a quand même là ce qui se fait de pire en termes d'automatisation et d'exploitation au travail. Premier point. Deuxième point, on a une compression des chaînes logistiques telles que vous avez vu que maintenant les livreurs qui vous livrent sur Amazon, à part ça demander, vous pouvez suivre exactement leur parcours. Que ces livreurs-là ont des tâches de plus en plus ingrates. On les oblige à faire des circulations en ville et à faire le maximum de livraisons, de telle sorte que même nous, en tant que consommateurs, de temps en temps, on a des colis qui sont livrés un peu partout. On a tendance à se plaindre auprès du livreur. Donc, on voit très bien que derrière ce désir d'immédiateté, pour le satisfaire, il y a un ensemble d'atteintes au droit social, au droit du travail. Et en fait, il faut bien se rendre compte qu'une partie du vocabulaire aussi informatique, changer de logiciel, la flexibilité, etc., se paye au prix de pertes
d'un ensemble de sécurités qui ont été celles qui ont été construites à la fin du XIXe siècle et tout au cours du XXe siècle. Et même maintenant, on nous dit qu'il est au contraire dans le sens du temps qu'on perde ce type de sécurité. On peut y réfléchir à deux fois. Donc, c'est aussi vers ce désir d'immédiateté, il y a aussi le monde dans lequel on vit et le monde de ces livreurs-là et le monde de ces entrepôts. Et en fait, on paye en quelque sorte cette immédiateté d'une compression terrible de l'existence. Et c'est là qu'on voit que le numérique n'est absolument pas du virtuel. Pour revenir sur cette confiance aveugle qu'on a dans les algorithmes, je pensais au phénomène qui a été appelé mort par GPS aux États-Unis et qui concerne finalement les personnes qui ont fait une confiance tellement aveugle à leur application qu'elles ont finalement terminé leur route dans une impasse, dans une zone très dangereuse qui a causé leur décès. C'est très inquiétant. Qu'est-ce que ça veut dire de nous et de notre société ? Et est-ce que finalement, face à ces algorithmes et à ces applications en lesquelles on a tellement confiance, est-ce qu'on n'a pas renoncé un peu à notre libre arbitre ? Alors, nous faire perdre notre libre arbitre, je ne sais pas en fait si ça me fait perdre mon libre arbitre. En l'occurrence, on peut avoir l'impression d'une déqualification. Si vous prenez l'exemple du GPS, il est bien évident que ce qui devient un peu dramatique, c'est qu'il y a encore une trentaine d'années, manifestement, nous avions tous des cartes un peu partout et que se rendre jusqu'à Calais était une épopée où il fallait s'arrêter 50 fois pour consulter les cartes et savoir par quelle route on allait passer. Moi-même, pour me rendre à ma maison de campagne, j'ai mon GPS, je regarde même pas, il me calcule la trajectoire optimum, il me dit s'il y a des embouteillages, pas des embouteillages. C'est extrêmement pratique. Vous me l'enlevez, je vais avoir du mal à me rendre même dans des lieux que je connaissais bien. Mais ceci étant dit, si on y réfléchit, ce type de remplacement d'une capacité humaine pour libérer notre temps de cerveau disponible pour autre chose, c'est ce qu'a toujours fait la technique pour nous. Après tout, si je n'avais pas ma machine à laver, je devrais faire la machine à laver, je devrais faire la vaisselle à la main. Bon, donc, par conséquent, peut-être ne faut-il pas introduire des grandes idées comme celle de libre arbitre ou le fait qu'en fait, on soit privé de notre libre arbitre. Il se trouve que nos usages font que, à l'heure actuelle, effectivement, nous recourons à ces GPS-là et que bien souvent, ces outils-là commencent à faire partie de notre monde de vie, de notre propre vie, de telle sorte que nous ne les interrogeons pas et en fait, nous sommes absolument dépités quand ils viennent à manquer. À l'heure actuelle, si par exemple mon ordinateur n'a pas le Wi-Fi, je vais le regarder comme une bête curieuse en me disant « Tiens, ça marche pas, ce qui était évident pour moi, je vais m'asseoir, je vais répondre à mes mails, n'est plus possible, je vais regarder cette information sur Internet ». Nos usages sont bloqués. Ça prouve ça que le GPS fait maintenant partie intégrante de notre vie et qu'en fait, évidemment, on a du mal à prendre une distance par rapport à lui. Alors évidemment, la mort par GPS témoigne de personnes qui ont sans doute une confiance là vraiment un peu pathologique dans les outils du numérique. Ça existe, des gens qui ont des confiances un peu pathologiques dans les outils numériques. Je vais vous en donner un exemple. Il y a des études qui ont été faites. Je suis désolé, mais j'ai plus exactement les références en tête à l'heure actuelle. Mais il y a des études qui ont été faites qui consistaient à interroger des gens qui utilisaient des montres connectées pour enregistrer leurs courses. Et au bout de quelques mois d'utilisation, certains étaient passablement dépités lorsque la montre n'avait pas enregistré leurs courses, quand elle avait bugué, grosso modo, et qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement de leur performance, et disaient à ceux qui les interrogeaient qu'ils avaient l'impression d'avoir couru pour rien. Donc, vous voyez que là, évidemment, chez certaines personnes, il va de soi que l'outil numérique est tellement intégré que, en fait, on décale complètement le but initial. Le but, c'est plus de courir pour soi, pour se sentir bien dans son corps, c'est de courir pour pouvoir mesurer ses performances, voir ses performances. Et en ce sens, effectivement, les outils qu'on utilise transforment de manière immanente la tâche qu'on est en train de faire. Et contrôler les algorithmes, c'est un enjeu très important, vous le disiez. Il faut que la législation au niveau étatique se renforce. Il y a véritablement des outils de législation commune. Et je pense qu'on avait un peu oublié cette idée de législation commune au profit d'un laisser-faire ou d'un laisser-aller qui était un peu coupable. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il est clair que, ce faisant, on peut se demander est-ce qu'on a simplement affaire au numérique ou à la forme du numérique qui est prise à l'heure actuelle par ce que certains appellent le capitalisme de plateforme. En l'occurrence, ce qu'on doit réguler, c'est ces grands acteurs comme Google, Amazon, Facebook, qui, il est vrai, ont des pouvoirs un peu problématiques et ont des effets qui se soustraient aux législations qui sont les législations nationales
voire de temps en temps international. Et en fait, la question est que derrière ça, si par exemple vous étiez en train d'interroger un ingénieur ou quelqu'un qui travaille dans les solutions informatiques, il vous dirait que le numérique, ce n'est pas que des problèmes, c'est aussi une grosse partie de ce qui fait notre vie actuelle. Le numérique, c'est le fait que vous pouvez le soir vous asseoir dans votre canapé et puis regarder à profusion des séries sur Netflix. Donc en fait, il faut faire un peu attention aussi. C'est vrai que quand on interroge au sens éthique, on a tendance à voir uniquement évidemment les problèmes et biais, ce qui est mon cas aussi, et en fait à faire comme si les choses n'étaient pas déjà régulées, comme si le monde n'était pas en train de se réguler. Or, il se trouve que ce qu'on est en train de se dire a fait l'objet de rapports de scientifiques eux-mêmes. De toute façon, une société se pose toujours les problèmes qu'elle peut résoudre, comme disait l'autre, et donc par conséquent, au fur et à mesure où on avance, évidemment, ces problèmes-là, on en prend de plus en plus conscience, et manifestement, heureusement, les choses bougent. Quel est le rôle des ingénieurs dans ce contrôle? Ils doivent être un centre de vigilance? Ils peuvent l'être, pour peu qu'ils soient bien conscients de l'ensemble des biais qui peuvent affecter les solutions informatiques, et c'est ce à quoi on essaye de les sensibiliser en règle générale. Par exemple, que derrière des algorithmes, il y a des choix qui ne sont pas forcément évidents, que les bases de données doivent ne pas comprendre de biais. Vous remarquerez que la chose n'est pas du tout simple et que du coup, on fait peser énormément de poids à l'heure actuelle sur les épaules des ingénieurs. Un poids qui n'est pas forcément juste ni justifié. Il faudrait à chaque pas que l'ingénieur se fasse sociologue. Prenons un exemple, on peut très bien à l'heure actuelle faire de l'apprentissage de langues de telle sorte que, bien évidemment, on a des solutions qui sont des solutions qu'on appelle de word embedding pour essayer, par exemple, d'absorber, si vous voulez, un langage et de répondre à des questions en langage naturel. Est-ce que si on fait ça, si on absorbe, par exemple, un dictionnaire français et une masse de textes français, est-ce que ce qu'on va avoir va être tout à fait sympathique? La réponse est non, parce que l'ensemble des textes qui ont été écrits en français comportent des biais qui sont des biais sexistes. Et donc, l'algorithme qui aura appris à partir de cette base-là va reproduire des biais sexistes. Est-ce que ça veut dire que l'ingénieur est un ingénieur qui est un mauvais ingénieur? Non, il a très bien fait son travail. Il a trouvé une super solution. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont fait ça étaient mal intentionnés? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que la réalité qui est la nôtre est une réalité qui est problématique? Que les institutions dans lesquelles on vit ne sont pas des institutions justes? Que la réalité dans laquelle on vit est une réalité foncièrement inégalitaire qu'il faut corriger? La réponse est oui. Donc, on doit moins se méfier de l'intelligence artificielle que de nous-mêmes et que de nos propres sociétés reconstruites à travers l'intelligence artificielle. Ce contre quoi on doit lutter, c'est contre nous-mêmes, c'est contre notre propre bêtise. Et ce qui risque d'être fait à travers l'intelligence artificielle, c'est une automatisation de nos propres âneries. C'est plutôt ça le caractère inquiétant des choses. Et Dieu sait qu'on est tous susceptibles d'un ensemble de bêtises absolument drastiques. Et de la même manière que ce que vous me demandiez tout à l'heure sur l'immédiateté du désir, et en fait, évidemment, c'est notre propre absence de réflexion. Si à chaque fois que je cliquais sur mon bouton, je me disais que derrière, il y a des atteintes au droit du travail, qu'il y a des petits libraires qui meurent, qu'il y a toute une société qui s'effondre, peut-être que je ferai un peu attention. Mais il est bien évident qu'en moi-même, comme en chacun d'entre nous, il y a aussi un être qui veut avoir des désirs immédiats, être satisfait, avoir son petit confort. Et ça, c'est aussi notre propre immédiateté, c'est aussi notre propre manque de réflexion, de réflexivité. Donc il faut lutter. C'est ça la critique, c'est lutter contre l'absence de réflexion critique sur nos usages et sur nous-mêmes également, sur nos sociétés. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la nécessité d'avoir recours à l'intelligence humaine, j'ai vu qu'il y avait des anciens employés de Google et de Facebook qui avaient fondé le Center for Human Technology. Et eux, leur ambition, finalement, c'est de développer un numérique qui serait plus responsable, plus vertueux. C'est plutôt bon signe. On va dans ce sens, vous pensez C'est plutôt bon signe. Alors, dans le domaine, il y a beaucoup d'ethical washing, ou je ne sais pas comment on dit, de greenwashing, en quelque sorte, en proposant des technologies qui soient des technologies plus humaines. La question est toujours de savoir en quoi elles le sont et évidemment, qu'est-ce qu'on met comme critère. Parce que est-ce que c'est... Bon, je vous donne un exemple. Est-ce que c'est à une société comme ça, d'anciens ingénieurs de Google, de décider ce que serait le bien commun? On a plutôt tendance à s'habituer à ce genre de choses, à savoir que le bien commun ou que ce que c'est que l'éthique soit décidé par
des comités Théodule, qui sont des comités Google, qui va se doter de son propre comité d'éthique pour réguler les choses. En règle générale, quand on est vraiment démocrate, on doit penser que ce sont les sociétés, c'est aux sociétés de se donner leurs propres normes. C'est pas un comité d'éthique de Google ou aux anciens ingénieurs de Google, quel que soit leur mérite, quelles que soient leurs bonnes intentions, de statuer sur ce qui est normalement le rôle du bien commun et des citoyens. C'est quand même l'un des problèmes auxquels on est également confronté avec le numérique. Là, en l'occurrence, dès que la bulle a remonté, quand on a commencé à avoir de plus en plus de réussite autour des réseaux de neurones, le thème de l'intelligence artificielle a commencé à remonter. Immédiatement, on remontait des questions qui étaient des questions éthiques assez fortes. Comment réguler? Quelles normes donner à l'intelligence artificielle? Mais en fait, comment réguler? Quelles normes donner? Faut-il ou pas? C'est un enjeu qui est un enjeu démocratique. C'est un enjeu qui est un enjeu des sociétés qui doivent par elles-mêmes réfléchir aux normes selon lesquelles elles souhaitent être gouvernées. C'est pas aux philosophes de dire quelles elles doivent être. Il peut avoir un rôle de conseil. C'est pas à l'éthicien dans son coin ou à un comité d'éthique. C'est aux sociétés démocratiques de s'emparer de ces sujets-là. Parce que sinon, on se confronte à quoi? On se confronte au fait que vous et moi, on a une application sur laquelle on a la moitié de nos données, on utilise quotidiennement. Bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir un rapport qui soit symétrique avec une telle application, une telle plateforme? La réponse est non. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un nouveau règlement, on va avoir une actualisation de nos conditions d'utilisation et on va ne pas pouvoir faire autre chose que cliquer sur oui. Donc là, on voit bien que c'est des rapports de force, là, des rapports de puissance qui sont des rapports iniques. Et donc, par conséquent, des rapports à combattre là aussi. Ça veut dire que, en gros, il faut véritablement, je pense, essayer d'interroger de façon critique la totalité des aspects de cette situation-là, tout en respectant, bien évidemment, l'intelligence artificielle, au sens où, en voyant bien tout ce que l'informatique fait et quelle est la portée de l'informatique à l'heure actuelle, il y a énormément de choses, en particulier en sciences, qui seraient littéralement impossibles si on ne bénéficiait pas des outils d'informatique ou des outils d'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci beaucoup, David. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.